Bonjour, vous avez cliqué sur le premier épisode du Journal du Futur. Ici, on ne parle plus de ce qui s'est passé hier, mais de ce qui va se passer demain. Car l'information d'hier, vous l'avez déjà vue, et c'est déjà trop tard. En novembre, les journaux parleront tristement du conflit Israël-Hamas, Kol ish Hamas hu ben mavet. de la loi immigration qui sera débattue au Sénat, Quand la loi sera votée, le plus rapidement possible, je pourrai appliquer avec les policiers l'expulsion de tout étranger délinquant. et de la COP28 qui aura lieu à Dubaï et qui est déjà sous le feu des critiques. We cannot unplug the energy system of today before we build the new system of tomorrow. Si vous voulez comprendre l'actualité du mois prochain, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Gaspard G et vous regardez le premier épisode du Journal du Futur. Cette actualité, elle a commencé le mois dernier et elle va se poursuivre ce mois-ci. C'est le conflit armé entre Israël et le Hamas. Bon, je vous fais un petit rappel des faits. Le dimanche 7 octobre, une série d'attaques terroristes provoque le massacre, la mort, la prise d'otage d'au moins 1600 civils dans plusieurs villes israéliennes, notamment Sderot ou Reim, qui accueillaient une rave party à quelques kilomètres de la bande de Gaza. La bande de Gaza, si vous voyez pas, c'est ce bout de terre palestinien où plus de 2 millions de personnes vivent sous le contrôle d'Israël. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais avec plus de 40 ressortissants enlevés ou tués, la France est le pays hors Israël le plus touché par cet attentat. Les victimes sont des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, et ces attentats ont été orchestrés par le Hamas. Le Hamas, qui est un groupe militant, islamiste, palestinien, qui dirige la bande de Gaza, c'est un groupe terroriste qui a juré de détruire Israël lorsqu'il a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Et ce Hamas est soutenu et financé par d'autres pays du monde arabe, comme par exemple la République islamique d'Iran. En fait, ces attaques, ce sont les pires qu'Israël ait connues depuis 1948. Le pays est donc traumatisé. D'ailleurs, j'ai un certain nombre de mes abonnés qui sont israéliens. Je pense à vous et plus globalement, j'ai une pensée pour toutes les victimes de ce conflit, quel que soit leur camp, en Palestine et en Israël. Bon, mais pour bien comprendre tout ce qui se passe depuis le 7 octobre, il faut se replonger dans le contexte actuel en Israël. Pour commencer, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fait partie du Likoud. Le Likoud, c'est un parti de droite conservateur qui s'est allié à l'extrême droite du pays, alors ça donne un gouvernement ultranationaliste et pro-colonisation. Mais en plus de défendre son territoire, ce que veut vraiment Netanyahou, c'est venger son pays de cet attentat. אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. La ville de Gaza se retrouve alors privée d'électricité, d'eau courante et bombardée. Très vite, le nombre de morts palestiniens dépasse le millier et se compte aujourd'hui en plusieurs milliers de victimes, parmi lesquelles on retrouve beaucoup d'enfants. Et les civils traumatisés qui habitent dans la ville de Gaza sont eux forcés de partir. On parle de plus d'1 million de personnes. Je sais pas si vous réalisez, mais déplacer 1 million de personnes, c'est monumental. Je pense que c'est très important de rappeler que ça fait longtemps que les Gazaouis vivent dans des conditions hyper dures, entre le blocus d'Israël d'un côté et le Hamas de l'autre. D'ailleurs, quand on parle de la bande de Gaza, on parle souvent d'une prison à ciel ouvert, c'est pas pour rien. L'État israélien, dirigé par Netanyahou, dit viser les membres du Hamas, mais avec des bombardements aussi intenses des deux côtés, ça dégénère. Surtout que le Hamas n'hésite pas à se servir des populations civiles comme des boucliers humains. Et puis, l'autre problème, c'est que ce conflit risque fort de ne pas s'arrêter à ses frontières. En réaction au bombardement d'Israël, l'Iran a pris la parole. I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. Ouais, donc la communauté internationale flippe que le conflit s'intensifie dans la région. Alors, est-ce que l'Iran pourrait activement participer au conflit? Bon, en soi, depuis 1979, il n'y a jamais eu d'attaque directe lancée par l'Iran sur Israël. Donc,
je crois qu'il y a peu de chances que ça se produise maintenant. Surtout que, si ça se produit, les États-Unis ont déjà prévenu qu'ils interviendraient. Et pas sûr que l'Iran veuille courir le risque d'avoir les ricains sur le dos. Et alors la France dans tout ça? Eh ben, Emmanuel Macron s'est rendu sur place le 24 octobre, en commençant par Tel Aviv, en Israël. Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple. Vous n'êtes pas seuls. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Et cette annonce-là, d'élargir les actions de la coalition internationale contre l'État islamique à la lutte contre le Hamas, c'est assez fort symboliquement et c'est très engageant pour la France. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, si on reprend le modèle de la coalition contre Daesh, ça concerne quand même 80 pays. Imaginez 80 ou même une cinquantaine de pays qui s'allient pour combattre le Hamas aux côtés d'Israël. Il y a de fortes chances que le Hamas se casse la gueule. Et puis on dit que Emmanuel Macron aurait balancé l'idée sans consulter les autres pays de l'Union européenne et les États-Unis. Donc il y a un monde où personne ne suit la France là-dessus. Après Tel Aviv, le président de la République française s'est rendu à Ramallah, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël, pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ça fait donc de la France le premier État à rendre visite aux autorités palestiniennes depuis le 7 octobre, et en fait c'est assez étonnant puisque, dans les faits, la France ne reconnaît pas l'État palestinien. Et je trouve que cette décision de Macron de se rendre sur place est assez importante à souligner. D'une part, ça montre qu'on ne fait pas l'amalgame entre le Hamas et les Palestiniens, et puis c'est symbolique, ça illustre le soutien de la France, de notre pays, à une solution à deux États. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer de territoire et d'un État. Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité. Mais cette solution à deux États, qui est brandie comme un espoir de paix depuis des décennies, est-ce qu'on peut vraiment encore y croire? Parce que entre le Hamas, qui veut juste détruire Israël, et le gouvernement israélien actuel, qui continue d'étendre ses colonies au-delà de ses frontières officielles, où est-ce qu'on place cette foutue frontière entre ces deux États? Beaucoup pensent que ce serait la solution pour une paix durable. Mais pour que ça se fasse dans la paix, il faut que l'autorité palestinienne et Israël se respectent et s'écoutent. Et c'est plutôt mal parti. Aussi, le 25 octobre, la France a annoncé que des avions et un navire allaient être mobilisés pour soutenir les hôpitaux de Gaza, ce qui viendrait renforcer les aides humanitaires déjà en cours. Oui, vous le dites sûrement, c'est paradoxal. L'État français légitimise le droit d'Israël de répondre aux attaques par l'usage de la violence, et en même temps, la France envoie du soutien humanitaire aux Gazaouis. C'est vrai, c'est un peu schizophrène. Puisque chez nous aussi, le sujet Israël-Palestine est brûlant. Il y a les pro-Israël, les pro-Palestine, ceux qui n'en pensent rien, ceux qui ne veulent pas choisir de camp. Il y a les sionistes, donc ceux qui soutiennent la création d'un État juif en Israël, contre les anti-sionistes, ceux qui y sont hostiles. Et évidemment, en toile de fond, ce sont les religions qui sont convoquées. Les juifs contre les musulmans. Et là, ça n'a plus aucun sens. Depuis 2 semaines, c'est impossible de scroller sur Instagram sans tomber sur des hashtags Free Palestine ou hashtag Israël vaincra, sous des posts qui pleurent encore des corps chauds. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous m'avez vu réagir en story, consterné par la réaction de certains élus de la France Insoumise, qui ont refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste, et je peux pas m'empêcher d'y voir un move électoraliste dégueulasse pour ne pas froisser une partie de leurs électeurs pro-palestiniens, qui, pour une fraction d'entre eux, ne condamnent pas les actes barbares du Hamas. Ils jouent avec une forme d'appel à la légitime défense pour justifier ces crimes d'un groupe qui, disons-le et n'ayons pas peur de le dire, est un groupe terroriste. On peut dire que le Hamas est un groupe terroriste tout en condamnant les actions du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou qui fait vivre un enfer aux Palestiniens depuis des années. C'est ok de pleurer les victimes des deux camps. Petite stat quand même pour terminer, depuis le 7 octobre, on a compté 719 actes antisémites en France. Ce conflit au Moyen-Orient risque aussi chez nous de faire monter l'antisémitisme, la haine des juifs et l'islamophobie, la haine des musulmans. D'ailleurs, dans ce format, je vous parle de l'actualité du futur, mais la France a connu un attentat islamiste le 13 octobre dernier à Arras, dans le nord de la France. Ça s'est passé 6 jours après l'attaque du Hamas en Israël, et il est fortement possible, selon le gouvernement, qu'il y ait un lien entre ces deux événements. Et ça permet aussi à une partie de la classe politique française de remettre sur la table un de ses sujets favoris, l'immigration. Et ça tombe bien, puisqu'un projet de loi sur le sujet va enfin être examiné par le Sénat.
ça c'est sûr, on va nous le rabâcher pendant des semaines. Le 6 novembre, on débattra en France au Sénat sur un projet de loi qu'on appelle un peu par abus de langage, la loi immigration. Alors cette loi, elle a été présentée en Conseil des ministres par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, le 1er février 2023. Bon, donc ça commence à remonter un petit peu. Et quand on sait que c'est le 22e texte de loi sur l'immigration en 30 ans, c'est que ça doit vraiment être un sujet compliqué pour nos dirigeants et qui préoccupe bon nombre de Français aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de vous résumer un petit peu ce projet de loi, au moins dans les grandes lignes. Dans le texte, on trouve faciliter les expulsions des étrangers condamnés pour des crimes et des délits qui constituent une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité de l'État. Il y a réformer le droit d'asile pour expulser plus rapidement, mais aussi pour raccourcir les délais des procédures d'expulsion. Il y a régulariser certains travailleurs sans papier qui travaillent dans des métiers sous tension, c'est-à-dire des métiers qui ont du mal à embaucher, comme la restauration, le bâtiment ou la santé. Et il y a aussi faire passer un examen de français aux étrangers qui souhaitent obtenir un titre de séjour long, en gros les étrangers qui souhaitent rester en France pour au moins 3 mois. Ça peut paraître con, mais ça fait déjà pas mal de boulot, et avec une simplicité enfantine, Gérald Darmanin a résumé son texte de loi comme ça. Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Ça valait le coup de faire Sciences Po. En fait, ce texte représente un peu le « en même temps » macronien. On durcit les conditions pour rentrer et rester en France, et en même temps, on régularise des sans-papiers. Bon, ce texte penche quand même plutôt à droite, et les régularisations de sans-papiers prévues sont en fait vachement encadrées. Il faut que le travailleur sans-papier soit en France depuis plus de 3 ans, qu'il prouve qu'il a été employé au moins 8 mois dans les 2 dernières années, dans ce qu'on appelle un métier en tension, principalement dans les secteurs que je vous ai listés un peu plus tôt, et qu'il soit en plus de ça embauché dans un CDI pour obtenir un titre de séjour long. Pour beaucoup, surtout dans ces secteurs, c'est quasiment mission impossible, donc la gauche fait la gueule, et la gauche est d'ailleurs divisée là-dessus. Ça fait tellement d'années que des hommes travaillent dans le bâtiment, dans des cuisines, sans être reconnus, en étant totalement invisibles. Il est temps qu'on leur permette d'accéder aux droits fondamentaux. Je ne suis pas d'accord avec la démarche qui consiste à limiter cette régularisation uniquement à un certain nombre de secteurs dits en tension, définis d'ailleurs selon des critères qui sont très largement contestables et qui limitent ce processus de régularisation à seulement quelques-uns de ces travailleuses et travailleurs sans papier. Donc la gauche trouve que le texte est trop dur, et à droite ça passe pas non plus parce que le texte de loi est jugé trop mou. Aujourd'hui, on a un droit au regroupement familial. Il est automatique. La France ne peut pas s'y opposer en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. On dit demain, nous on propose des quotas dans la loi. On propose que la Constitution nous permette de mettre des plafonds migratoires. Bon, je vous passe les détails du calendrier parlementaire, mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est qu'en mars 2023, donc il y a un petit moment, le projet de loi a été examiné en commission des lois du Sénat, qui est majoritairement de droite, et le texte a été pas mal challengé. Je vous donne un exemple très concret. La commission a réclamé que l'aide médicale d'État qui est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'accéder aux soins gratuitement pendant 1 an, devienne seulement une aide médicale d'urgence. En gros, un sans-papier pourrait se faire soigner en France uniquement en cas de gros accidents. La commission des lois du Sénat veut aussi que les critères du regroupement familial soient resserrés et qu'on crée un contrat d'engagement au respect des valeurs de la République. Ça, c'est le travail parlementaire. On enlève, on ajoute, on discute, on débat. Mais avec tous ces changements, le gouvernement flippe un peu que le texte ne soit voté ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat. Même si on a bien compris que notre première ministre Elisabeth Borne aimait son 49.3 pour faire passer des lois en force, sur un sujet aussi touchy que l'immigration, c'est pas sûr que ça passe. Alors, Elisabeth Borne semble avoir trouvé une solution. Nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité. Ah, l'efficacité, la recette miracle. Sauf qu'on se demande bien à quoi ça a servi d'attendre tout ce temps, puisque personne, au fond, ne semble vraiment avoir changé d'avis. En revanche, il y a un nouvel élément sur lequel le gouvernement surfe et espère bien utiliser pour tirer son épingle du jeu. Direction Arras, dans le Pas-de-Calais, où ce matin, il y a eu une attaque au couteau. Un enseignant a été tué, 2 autres personnes sont grièvement blessées. Cet attentat, perpétré le 13 octobre dernier par un ancien élève russe radicalisé qui avait échappé à une expulsion en 2014, donne un nouvel argument tangible au discours de la droite. Alors, l'idée pour Gérald Darmanin, c'est de convaincre qu'avec son texte, l'attentat aurait pu être évité. J'ai besoin des mesures de fermeté que va me donner le Parlement pour expulser tout étranger
qui commet des actes de délinquance, quels qu'ils soient, des violences intrafamiliales, des atteintes aux policiers, bien sûr des trafics de drogue, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, parce qu'on sait qu'ils sont souvent l'antichambre des passages à l'acte. Et si quand la loi sera votée, le plus rapidement possible, je pourrai appliquer avec les policiers l'expulsion de tout étranger délinquant. Et pour que cet attentat soit toujours dans les esprits au moment où le texte sera débattu à l'Assemblée nationale, les débats ont été avancés au mois de décembre, plutôt que début 2024 comme c'était initialement prévu. Mais cette accélération soudaine du calendrier parlementaire, elle inquiète même au sein de la majorité présidentielle. Par exemple, Caroline Janvier, une députée Renaissance, qui alerte Le Figaro. Légiférer en partant de situations dramatiques me paraît dangereux, dit-elle. Cela risque de pousser à une radicalisation des positions des uns et des autres, et de produire un certain nombre d'amalgames sur les liens entre l'immigration et l'insécurité. Et c'est vrai que légiférer sous l'émotion, c'est de la merde. Moi, quand je pense loi et émotion, je pense tout de suite à la déchéance de nationalité proposée par François Hollande après les attentats du 13 novembre 2015, et lui-même aujourd'hui trouve que c'est une idée de merde. Sur tous ces sujets, je n'ai qu'un seul regret, et je veux ici l'exprimer. C'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité, parce que je pensais qu'elle pouvait nous unir alors qu'elle nous a divisés. Une partie du monde politique craint, à raison je crois, que le gouvernement tombe dans la surenchère face aux Républicains et au Rassemblement national, et que le texte de loi finisse par être plus équilibré du tout. Sans faire de politique fiction, on peut aisément imaginer qu'au Sénat, majoritairement à droite, les propositions d'amélioration de la loi iront plutôt du côté de plus de fermeté. Ça fait flipper la gauche, une partie du centre et pas que, c'est ce que craignent aussi des ONG comme Amnesty International, qui a rappelé que beaucoup de ces mesures sont contraires aux engagements de la France sur le plan des droits humains. Réponse pendant le mois. D'ailleurs, en parlant de droits humains, je vous propose d'aller à Dubaï, the place to be pour le respect des travailleurs et de l'environnement. Vous trouvez ça absurde, et pourtant. Comme chaque fin d'année, on va beaucoup parler dans la presse de la COP, la conférence des parties. En gros, les pays qui se sont engagés à respecter la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour rappel, en 1992, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a décidé de prendre des mesures planétaires après avoir été alerté sur la gravité du réchauffement climatique par la communauté scientifique. Ouais, on a toujours l'impression que le défi climatique c'est quelque chose de récent, et pourtant, ça fait 30 ans que l'ONU essaye d'agir dessus. C'est comme ça qu'est née la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CCNUCC, avec des sigles comme ça, faut pas s'étonner que les gens s'intéressent pas à la politique. Bon, donc cette Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'on va appeler, je sais pas moi, la CNUC, eh bien 198 parties l'ont signé, c'est-à-dire 197 États, dont la France, plus l'Union européenne. Et chaque année, depuis 1995, les parties se réunissent avec des entreprises, des syndicats, des ONG, des scientifiques, pour aborder les questions relatives au changement climatique. C'est donc ça qu'on appelle les COP, les Conference of Parties, la conférence des parties. Ok, maintenant que je vous ai fait ce rappel, l'année dernière, la COP 27 s'est tenue en Égypte. Et cette année, du 30 novembre au 12 décembre, elle aura lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Dubaï, qui, comme on le sait, est la ZAD du Moyen-Orient, un petit village où on cultive local et où la sobriété énergétique est le maître mot. Bon, ce choix, il a déjà fait réagir. Fin septembre, dans Le Monde, une tribune signée par 180 personnes engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique parle d'un choix désastreux et appelle les pouvoirs publics, les ONG, les associations, les scientifiques et les dirigeants d'entreprises à ne pas soutenir et cautionner par leur présence cette géante mise en scène dans un pays qui ne prospère que grâce à l'extraction d'énergie fossile. Bon bah voilà, tout est dit. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de mon enquête à Dubaï. Bon, ça remonte un petit peu, j'étais jeune, mais dans cette vidéo, je vous expliquais que les UAE, les Émirats Arabes Unis, sont le 7e extracteur de pétrole et le 5e plus gros émetteur de CO2 au monde. Donc là, organiser une COP à Dubaï, c'est un peu comme organiser la fête de l'UMA à Neuilly-sur-Seine. En fait, les écologistes s'inquiètent parce que depuis quelques années, des lobbyistes des énergies fossiles parviennent à contrer des propositions ambitieuses et concrètes. Cette conférence climatique annuelle est un peu infiltrée en fait par des lobbies pétroliers. Après, si cette COP cette année donne des résultats vraiment tangibles, disons, je critiquerai certainement pas. Je pense que c'est la chance de démontrer que ce modèle-là peut fonctionner. Bon, j'avoue que je suis clairement moins optimiste que cette climatologue. Surtout que la COP28 sera présidée par le sultan Ahmed Al-Jaber. Al-Jaber, c'est le patron de la plus grosse entreprise d'énergie fossile des Émirats Arabes Unis. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est comme si on disait à Patrick Pouyanné, le PDG de Total, allez, ramène-toi Patoche, on va faire la COP21. Non, définitivement, il y a quelque chose qui marche pas. Ah oui, et pour ne rien arranger, un rapport a révélé que les ouvriers qui ont construit les installations pour cette
cette COP à Dubaï ont travaillé dans des conditions inhumaines pendant plusieurs mois sous 42 degrés. Là l'ambiance. Bon, malgré le choix du lieu et du président complètement à côté de la plaque, cette COP 28, elle a quand même des objectifs et des enjeux. Cette année, l'accent sera en partie mis sur la solidarité entre ce qu'on appelle souvent les pays du Nord et les pays du Sud. Je vous explique. L'année dernière, lors de la COP 27, un accord de principe avait été trouvé pour créer un fonds alimenté par les pays du Nord, donc les Occidentaux et les pays riches pour faire simple, pour aider les pays les plus vulnérables face aux conséquences des changements climatiques, les tempêtes, les inondations, les séismes, qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Mais malgré cet accord de principe, il reste tout un tas de questions à régler avant de présenter ce fonds à la COP 28. En gros, pour le moment, les parties prenantes ne sont pas d'accord sur tout. Par exemple, qui aurait droit à ces aides? Comment on définit un pays en développement? Si on prend la Chine par exemple, qui a longtemps été considérée comme telle, comme un pays en développement, est-ce qu'elle est du côté de ceux qui donnent de l'argent ou ceux qui en reçoivent, étant donné la richesse du pays aujourd'hui, et surtout sa large contribution aux émissions de gaz à effet de serre? Autre question, où est-ce qu'on met ces fonds? Les Occidentaux penchent plutôt pour la Banque mondiale, mais les pays en développement s'en méfient. Et en plus, la Banque mondiale accorde des prêts, alors que l'idée serait plutôt de faire des dons aux pays victimes du dérèglement climatique. Après tout, c'est pas la faute des pays pauvres, qui sont malheureusement aussi les plus vulnérables, mais la faute des pays riches qui polluent depuis des décennies, voire des siècles, depuis qu'ils ont fait leur révolution industrielle. Ce qui est sûr, c'est que c'est une question urgente, puisque le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, rappelait que la moitié de l'humanité serait aujourd'hui vulnérable aux effets du changement climatique. Ça fait quand même pas mal de monde. Et puisque la France est représentée 2 fois à la COP, une fois en son nom et une fois par l'Union européenne. Je vous glisse juste un petit mot avant la fin sur les objectifs annoncés. Avoir dans l'UE un système énergétique majoritairement sans énergie fossile bien avant 2050. Bon, majoritairement et bien avant, c'est pas très quantifiable, mais pourquoi pas. Et là, c'est plus concret, baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Il y a du boulot. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés de lecture pour mieux comprendre l'actualité qui va se jouer au cours du mois. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et oui, vous l'aurez compris, plutôt que de faire un journal sur les actualités passées, désormais on regardera vers l'avenir. Si vous l'avez manqué, je vous invite à regarder ce portrait, la véritable histoire de Bernard Tapie, ou cette vidéo que vous n'avez pas encore vue qui vient de sortir sur ma chaîne secondaire. C'était Gaspard G pour le premier Journal du Futur. Rendez-vous le mois prochain.